Un verre à vin s'est brisé sur le sol en terre cuite lorsque trois imposants Rottweilers se sont précipités en formation parfaite, leur grognement collectif faisant vibrer le petit restaurant italien comme un tremblement de terre. Des hommes adultes se sont précipités sous les nappes à carreaux rouges et blancs, leurs chaussures de marque raclant le bois alors qu'ils cherchaient à se mettre à l'abri. Le propriétaire du restaurant se plaqua contre le mur du fond, le visage décoloré. À ce moment précis, Georgina, une serveuse qui n'avait pas croisé le regard d'un client depuis 5 ans et qui empruntait toujours la sortie arrière pour éviter d'être vue, entra directement dans la zone de combat. Elle ne courut pas, elle ne cria pas, elle ouvrit simplement la bouche et prononça un seul ordre guttural dans un dialecte ancien qui n'avait pas été parlé en public depuis des décennies. Les trois bêtes se sont effondrées simultanément, leurs têtes massives heurtant le sol dans un bruit sourd. Silence complet. Derrière elle, Simone Inzaghi, connu dans toute la région comme le boucher, un homme qui n'avait jamais montré de peur au cours de sa carrière brutale, se tenait figé, les deux mains pressées contre sa tête, la bouche ouverte d'incrédulité. Il ne voyait pas seulement une serveuse rebelle. Il reconnaissait une lignée qu'il croyait enterrée à jamais. La même qui avait autrefois dressé les chiens les plus meurtriers de toute la pègre européenne. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous écoutez et cliquez sur le bouton « S'abonner » pour avoir de la chance demain. Georgina avait perfectionné l'art de se fondre dans le décor. Pendant 5 ans, elle avait traversé le monde comme une ombre, présente mais invisible, serviable mais oubliable. Elle gardait ses cheveux teints d'un brun souris banal, bien que son noir naturel reflète la lumière d'une manière qui rappelait aux gens de vieilles photos des familles qu'ils pouvaient reconnaître. Elle portait des pulls trop grands qui cachaient sa silhouette, gardait une posture légèrement voûtée et s'était entraînée à regarder les clavicules des gens plutôt que leurs yeux. Le contact visuel direct créait des souvenirs. Les souvenirs créaient la reconnaissance. La reconnaissance créait la mort. Sa routine matinale ne variait jamais. Elle arrivait à la Trattoria Bella Vista à 5h30, 1 heure avant Marco, le propriétaire, qui débarquait en titubant, sentant le bucca et la cigarette. Elle préparait la machine à expresso, essuyait les tables et disposait les chaises de manière à ce que celle près de la porte de la cuisine, son poste préféré, soit tournée vers l'intérieur. Cette position lui permettait de surveiller l'entrée principale grâce au miroir antique fixé au-dessus du casier à bouteilles. Je lui donnais quelques précieuses secondes pour se glisser à l'arrière si quelqu'un qui lui était vaguement familier franchissait cette porte. Elle était devenue experte dans l'art de déchiffrer la clochette au-dessus de l'entrée. Un tintement joyeux signifiait l'arrivée de touristes ou d'habitués. Un tintement hésitant signifiait l'arrivée de nouveaux venus nerveux, se demandant s'ils étaient à leur place. Mais un tintement confiant et délibéré, celui de quelqu'un qui se sentait chez lui partout où il allait, faisait battre son cœur à tout rompre et ses mains se dirigeaient instinctivement vers la sortie arrière de la cuisine. Le plus difficile n'était pas de se cacher, c'était de réprimer constamment qui elle était réellement. Il y a 2 semaines, elle avait vu un homme tirer si violemment sur la chaîne étrangleuse de son Doberman que les pattes avant du chien avaient quitté le trottoir. L'animal ne faisait que suivre une odeur, un comportement tout à fait naturel, et la correction de son propriétaire était un exemple classique de maltraitance. Une force excessive, mal choisie, qui ne pouvait que créer de l'anxiété et de l'agressivité. Les doigts de Georgina s'étaient crispés. Sa gorge s'était serrée, l'empêchant de prononcer les mots, les ordres qui auraient corrigé la situation en quelques secondes. Le chien l'avait regardée en passant, et pendant un terrible instant, elle avait vu dans ses yeux qu'il la reconnaissait, pas elle spécifiquement, mais ce qu'elle était. Les chiens saignent toujours. Elle s'était détournée, faisant semblant d'examiner une vitrine jusqu'à ce qu'il soit parti. Son reflet montrait une femme qui semblait sur le point de pleurer. Cette nuit-là, elle avait à peine dormi. Hier matin, un chien errant l'avait suivie pendant 3 pâtés de maison. Un terrier bâtard au pelage emmêlé et légèrement boiteux. Il essayait de communiquer, faisant cette danse spécifique que font les chiens pour attirer l'attention de quelqu'un qui, selon eux, les comprend. Le terrier s'était incliné en signe de jeu, puis avait tourné en rond avant de s'asseoir directement sur son chemin, une patte levée, dans une demande d'aide évidente. Georgina avait vu la plaie infectée sur sa patte, savait exactement quel antiseptique serait efficace
et aurait pu gagner sa confiance en moins de 60 secondes. Au lieu de cela, elle avait traversé la rue et accéléré le pas, laissant le terrier assis au coin de la rue, perplexe face à son rejet. Elle l'avait entendu gémir une fois, un son qui lui avait transpercé la poitrine comme une lame, mais elle ne s'était pas retournée. Elle ne se retournait jamais. Sa vigilance constante lui permettait de remarquer des choses que les autres ne voyaient pas. La façon dont l'arthrite de Marco le faisait pencher du côté gauche, exactement comme un vieux berger qu'elle avait autrefois réhabilité. Les tremblements de la main du livreur, qui suggéraient soit la maladie de Parkinson, soit de l'alcoolisme. Les mêmes problèmes de motricité fine qu'elle avait observés chez un maître chien qui avait souffert d'un traumatisme psychologique. Le monde était rempli de schémas comportementaux de cause à effet inscrits dans le langage corporel et les micro-expressions, et elle ne pouvait pas les ignorer. Elle avait choisi ce restaurant précisément parce qu'il était petit, niché dans une rue secondaire, où les touristes se promenaient rarement et où les habitants venaient pour la nourriture, pas pour l'ambiance. La clientèle était prévisible. Des couples âgés, des ouvrières du bâtiment en pause déjeuner, quelques hommes d'affaires qui avaient découvert l'incroyable carbonara de Marco. En 5 ans, elle avait mémorisé les commandes de chacun, les horaires de chacun, les habitudes de chacun. Marco la traitait assez bien, ne lui posant jamais de questions lorsqu'elle s'était présentée le premier jour sans référence et réticente à remplir les formalités d'embauche. Il la payait au noir, la laissait emporter les restes à la maison et ne se plaignait pas lorsqu'elle insistait pour rester dos aux vitrines. Il pensait probablement qu'elle fuyait d'un mari violent ou se cachait des créanciers. C'était assez proche de la vérité pour qu'elle ne le corrige jamais. La clochette au-dessus de la porte tinta, joyeuse, familière. Signora Rossi, pour son espresso et son cornetto du matin. Georgina sourit sans montrer ses dents, versa le café selon les spécifications exactes et retourna à sa place près de la porte de la cuisine. Une autre journée d'invisibilité, une autre journée de survie. Elle n'avait aucun moyen de savoir que ce serait sa dernière. La clochette ne tinta pas. Elle annonça. La main de Georgina se figea à mi-chemin vers la machine à espresso. Toutes les nerfs de son corps lui envoyèrent de soudain des signaux d'alarme qu'elle avait appris à ne jamais ignorer. Le son était délibéré, mais presque méprisant, le genre de son produit par quelqu'un qui pousse les portes plutôt que de les tirer, qui s'attend à ce que le monde se réorganise autour de sa présence. Elle n'avait pas besoin du miroir pour savoir que quelque chose n'allait pas. La température dans la pièce avait changé. Les conversations s'étaient interrompues au milieu d'une phrase. Les couverts avaient cessé de teinter contre les assiettes. Même Marco, qui se disputait avec le fournisseur de produits frais dans la cuisine, s'était tu. L'odeur l'avait ensuite frappé. Une eau de Cologne coûteuse, quelque chose avec de la bergamote et du cuir mélangé à quelque chose de bien plus primitif. De la fourrure mouillée, du métal et sous tout cela m'avance l'odeur âcre du cuivre et du vieux sang qui ne part jamais complètement, même en frottant très fort. Georgina se retourna lentement, en faisant des mouvements discrets et non menaçants, les yeux fixés d'abord sur le sol, suivant le protocole qui lui avait permis de rester en vie. Des chaussures en cuir noir, probablement italiennes, sur mesure, un pantalon en laine avec un pli impeccable, et à côté des chaussures, 3 paires de pattes énormes, dont les griffes cliquetaient sur les coraux de terre cuite à un rythme irrégulier qui trahissait une tension palpable. Elle retint son souffle. Elle ne put s'en empêcher, son regard se leva, malgré tous ses instincts qui lui criaient de détourner les yeux. 3 Rottweilers, chacun pesant facilement plus de 50 kilos. Leurs têtes massives étaient parfaitement attentives. Leurs yeux sombres scrutaient la pièce avec la précision méthodique de siècles d'entraînement. Ce n'étaient pas des animaux de compagnie. Ce n'étaient même pas des chiens de garde. C'étaient des armes en laisse, et quelqu'un venait de les amener dans une pièce remplie de civils. Marco Antonelli, la voix appartenait à un homme d'une 40aine d'années, aux épaules larges et imposantes, avec une barbe soignée qui nécessitait un entretien quotidien. Simone Inzaghi. Georgina n'avait pas besoin d'être présentée. Son visage avait souvent fait de la une des journaux, toujours photographié, quittant les salles d'audience où les accusations disparaissaient mystérieusement. Nous devons discuter de votre propriété. Marco sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier, le visage déjà luisant de sueur. Seigneur Inzaghi, c'est inattendu. Peut-être pourrions-nous... Non.
Simone s'avança dans le restaurant et les chiens le suivirent en formation parfaite, un à chaque talon, un légèrement en avant. Leur chaîne était épaisse, de type militaire, conçue pour retenir des animaux capables de renverser un homme. Peut-être rien. Je suis ici pour discuter affaires, et les affaires n'attendent pas qu'on trouve un moment opportun. Le couple âgé à la table 3 se leva brusquement, laissant de l'argent sur la table et se précipitant vers la porte. Simone ne leur jeta même pas un regard. L'un des ouvriers du bâtiment assis au bar commença à se lever, mais son compagnon lui saisit le bras en secouant légèrement la tête. « Reste invisible, ne bouge pas, les prédateurs traquent les mouvements. » Georgina s'était instinctivement placée derrière la machine à expresso, l'utilisant comme barrière entre elle et les chiens. Mais elle les observait vraiment. Elle voyait des choses qui lui retournaient l'estomac. Celui de gauche, plus foncé, plus lourd, avait des cicatrices sur le museau et une encoche à l'oreille. Des blessures récentes, mal cicatrisées. Celui du milieu tenait la tête inclinée, ce qui suggérait une douleur chronique, peut-être une blessure au cou due à des secousses trop violentes et trop fréquentes. Le troisième, légèrement plus petit mais plus alerte, avait le blanc des yeux visible, signe de stress indiquant qu'il était à 2 doigts d'avoir un comportement réactif. Ils avaient été dressés par la douleur, par la peur, par des méthodes qui transformaient leurs instincts protecteurs naturels en agressivité incontrôlée. « Je fais des investissements dans ce quartier », continua Simone, d'un ton conversationnel, comme s'il discutait de la météo. « La valeur des propriétés augmente. Votre immeuble est charmant, historique. Je suis prêt à vous offrir un prix très raisonnable pour l'acte de propriété. » Marco noua son tablier entre ses mains. « Seigneur, cet immeuble appartient à ma famille depuis 3 générations. Mon grand-père Edmund. » La voix de Simone ne s'éleva pas, mais la température baissa de 10 degrés Celsius en même temps que sa sentimentalité. « Je vous offre de l'argent, Marco. Plus que ce que vaut cet établissement délabré. Vous devriez être reconnaissant. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Non. Simone se baissa et détacha la première chaîne. Elle tomba sur le sol avec un bruit métallique sourd qui fit sursauter tout le monde dans la pièce. « Vous devez signer. » Une autre chaîne tomba. Les 2 chiens libérés restèrent parfaitement immobiles, attendant les ordres, mais leurs muscles étaient tendus. Leur respiration avait changé. « Ou vous devez refuser. » La 3e chaîne heurta le sol et subirent les conséquences de m'avoir déçu. Les 3 Rottweilers se tenaient debout, sans laisse, au centre de la pièce, 136 kg de violence contrôlée, attendant un seul mot pour devenir incontrôlable. Le visage de Marco était passé du rouge au blanc en l'espace d'un battement de cœur. Il ouvrit et ferma la bouche 2 fois avant de pouvoir prononcer un mot. « Je ne peux pas vendre. S'il vous plaît, Seigneur Inzaghi, c'est tout ce que j'ai, mais ma famille, votre famille est sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur le prix de l'entêtement. » La main de Simone se déplaça vers son flanc, les doigts s'écartant dans un geste clairement répété, clairement reconnu par les 3 chiens massifs qui se tenaient au garde-à-vous. Leurs oreilles se dressèrent simultanément. Leur poids se déplaça vers leurs pattes avant. Georgina sentit son propre corps réagir avant que son esprit ne puisse suivre. Sa respiration ralentit, sa posture s'élargit légèrement. Ses mains tombèrent le long de son corps. Non, elle ne pouvait pas. 5 ans de discipline, de répression, de promesse à elle-même de ne plus jamais redevenir ce que son père avait fait d'elle. Elle se pressa plus fort contre la machine à expresso, s'efforçant de devenir invisible, de laisser cette horreur se dérouler sans son intervention. Dernière chance, Marco. La voix de Simone était presque douce à présent, pas comme celle d'un parent avant d'infliger une punition qu'il prétend regretter. Signe l'acte où je te montre ce qui arrive aux gens qui me font perdre mon temps. Je ne peux pas, Manga. Le mot explosa dans le restaurant comme un coup de feu. Les 3 Rottweilers se lancèrent en avant dans une attaque coordonnée d'une précision terrifiante. Ils formèrent un triangle, l'un visant directement la gorge de Marco, les autres flanquant pour couper toute voie de fuite. Leurs grognements se fondirent en un seul son promettant la violence. Leurs pattes martelaient le carrelage tandis qu'ils parcouraient les 4,5 mètres qui les séparaient de leur cible en moins de 2 secondes. Marco leva les bras devant son visage et trébucha en arrière vers la porte de la cuisine. Les ouvriers du bâtiment plongèrent sous leur table. Quelqu'un hurla.
Le dernier client âgé tenta de s'enfuir, mais trébucha sur une chaise et s'écrasa au sol. Georgina réagit. Elle n'y réfléchit pas. Elle ne le planifia pas. Elle n'aurait pas pu s'arrêter même si elle l'avait voulu. Son corps réagit simplement à la vue de 3 animaux maltraités à qui on ordonnait de commettre des actes de violence qu'on leur avait appris à accomplir par la torture. Elle sortit de derrière la machine à expresso, se plaçant directement dans la zone de tir, entre les chiens qui fonçaient et la gorge exposée de Marco. Le temps semblait s'être fracturé. Elle pouvait tout voir avec une clarté cristalline. La façon dont les yeux du chien de tête s'étaient dilatés, la mousse au coin de la bouche du deuxième chien, la tension dans les épaules du troisième qui signifiait qu'il se préparait déjà à changer de cible si la cible principale bougeait. Ils étaient à 2 mètres, à 1 seconde de l'impact. Sa gorge a émis des sons qu'elle n'avait pas prononcés depuis 5 ans. Des ordres secs et gutturaux forgés dans un dialecte antérieur à l'italien moderne. Des mots qui portaient le poids d'une autorité absolue, car ils avaient été spécialement conçus pour couper court au chaos et à la soif de sang. Zit! Les pattes avant du chien de tête dérapèrent sur le carrelage, tout son corps essayant de freiner son élan. Plat. Les 3 chiens se sont effondrés comme si leurs pattes avaient été coupées. Leurs corps massifs ont heurté le sol dans un bruit sourd, leur agressivité précédente s'évaporant dans une soumission confuse. Ils ont baissé la tête, les oreilles aplaties. Chaque ligne de leur posture est passée de l'attaque à la supplication. Guardami. À l'unisson, 3 paires d'yeux sombres se sont fixés sur le visage de Georgina, ignorant complètement Marco, qui était toujours appuyé contre le cadre de la porte, les bras tremblants. L'attention des chiens était absolue, totale, le genre d'attention qui ne pouvait être feinte ou forcée. Ils attendaient désespérés sa prochaine instruction. Le restaurant était devenu complètement silencieux. Personne ne respirait. Personne ne bougeait. Georgina se tenait au centre de la pièce, la poitrine haletante, les mains tremblantes sur les côtés, ses cheveux soigneusement teints tombant sur son visage. Elle venait de détruire 5 années de dissimulation en 3 mots. 3 mots prononcés d'une voix dont tous les occupants de la pièce se souviendraient, qu'ils décriraient, dont ils chuchoteraient. Derrière les Rottweilers figés, Simone Inzaghi se tenait debout, les 2 mains pressées contre sa tête, la bouche ouverte dans une expression de pur choc, les yeux rivés tantôt sur les chiens soumis, tantôt sur la serveuse menue au tablier taché, l'esprit clairement aux prises pour assimiler ce dont il venait d'être témoin. Quoi? Sa voix sortit, à peine plus qu'un murmure. Qu'est-ce que tu leur as dit? Georgina ne répondit pas. Elle ne pouvait pas répondre. Elle fixait les 3 chiens, voyant au-delà de leurs cicatrices et de leur traumatisme les animaux confus et brisés qui se cachaient derrière. Ils n'avaient pas voulu attaquer. Ils avaient été conditionnés pour attaquer. Il y avait une différence et elle pouvait la voir dans chaque ligne de leur corps. Le chien de tête, Brutus, elle connaissait son nom sans savoir pourquoi, poussa un gémissement doux, pas agressif, suppliant. Et Georgina comprit avec une certitude accablante qui lui fit fléchir les genoux qu'elle ne pouvait plus fuir ce moment, qu'elle ne pouvait plus redevenir invisible, qu'elle ne pouvait plus se cacher. L'héritage de son père l'avait finalement rattrapée. Le silence s'étirait comme un fil tendu, prêt à se rompre. Mais Georgina pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles, elle pouvait sentir la sueur commencer à perler à la racine de ses cheveux, malgré l'air frais du matin. Les 3 Rottweilers restaient figés dans leur position de soumission, les yeux rivés sur son visage, le corps tremblant sous l'effort de réprimer les instincts qui leur avaient été inculqués pendant des mois, voire des années. Les mains de Simone descendirent lentement de sa tête. Son expression passa de la stupeur à quelque chose de bien plus dangereux. La reconnaissance. Il plissa les yeux en l'observant. Il la regarda vraiment, au-delà de ses cheveux ternes et de son pull trop grand, et vit quelque chose qui déclencha un souvenir qu'il n'arrivait pas à situer. Ses ordres. Sa voix était maintenant calme, contrôlée, mais elle cachait autre chose. De l'excitation, de la faim. Ce n'est pas de l'italien standard. Ce n'est rien de standard. Il fit un pas vers elle et Georgina se força à ne pas reculer. C'est un vieux dialecte lombard, que plus personne ne parle à moins de l'avoir appris. Il s'interrompit au milieu de sa phrase. Son corps tout entier se raidit. Non. Le mot sortit comme un souffle. Non, c'est impossible. La lignée des Ducas s'est éteinte.
Tout le monde sait qu'elle s'est éteinte. Le vieil homme est mort en prison. Le fils a disparu. Et la fille, son regard se posa à nouveau sur elle, plus intense cette fois, cataloguant les traits qu'elle s'était efforcée de cacher. La fille était censée être morte. Georgina avait la gorge sèche. Elle voulait nier, en rire, devenir invisible une fois de plus, mais les trois chiens la fixaient toujours avec un espoir désespéré dans les yeux. Et elle pouvait sentir Marco trembler derrière elle, et chaque personne dans ce restaurant était sur le point de payer le prix de son moment de faiblesse. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Je connais juste les chiens. Quiconque connaît les chiens. La main de Simone se posa sur sa veste et deux hommes que Georgina n'avait même pas remarqués, comment avait-elle pu les manquer, apparurent près de l'entrée. Ils avaient le regard vide et efficace des criminels professionnels. Ceux qui ont vu suffisamment de violence pour qu'elle ne leur fasse plus aucun effet. Personne ne connaît les chiens comme ça. Ces animaux étaient dressés pour tuer, conditionnés à ignorer tout sauf ma voix. Et vous les avez neutralisés en 3 mots, comme si vous aviez appuyé sur un interrupteur. Il se tourna vers ces hommes sans quitter Georgina des yeux. Verrouillez les portes à l'avant et à l'arrière. Mais personne ne part avant qu'elle n'explique exactement qui elle est et où elle a appris à faire ça. Les deux hommes se mirent immédiatement en mouvement, l'un se dirigeant vers l'entrée principale tandis que l'autre disparaissait vers la cuisine. Georgina entendit le bruit sourd d'un verrou qui se mettait en place. Puis un autre. Les ouvrières du bâtiment qui s'étaient cachées sous la table échangèrent des regards paniqués. Le client âgé qui était tombé était toujours par terre, trop terrifié pour bouger. C'est de la folie. Marco retrouva enfin sa voix, bien qu'elle tremblât fortement. « Vous ne pouvez pas nous piéger ici. C'est mon restaurant. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits. » Simona ne lui accordait même pas un regard. Toute son attention était fixée sur Georgina, comme un laser. « Avez-vous la moindre idée de ce que je paierais pour quelqu'un capable de contrôler des chiens comme ça? De ce que je pourrais faire avec une meute qui obéit à des ordres comme ça? » L'école Duca était légendaire. Elle formait des animaux pour les gouvernements, les armées, les personnes qui avaient besoin d'une fiabilité absolue dans des situations de vie ou de mort. Et vous me dites que vous avez appris ça comme ça, par hasard? L'esprit de Georgina tournait à toute vitesse. Elle pouvait essayer de s'enfuir, mais les portes étaient verrouillées et il y avait au moins 3 hommes armés dans la pièce, probablement plus à l'extérieur. Elle pouvait essayer d'utiliser les chiens, mais ils étaient traumatisés et imprévisibles, et les transformer en armes, même pour se sauver, ferait d'elle exactement ce qu'avait été son père. Elle pouvait essayer d'expliquer, de négocier, mais chaque mot ne ferait qu'aggraver la situation. « Je m'appelle Georgina Moretti. » Le mensonge lui vint automatiquement, le faux nom de famille qu'elle utilisait depuis 5 ans. Je travaillais dans une clinique vétérinaire avant cela. J'ai toujours eu un don avec les animaux. Ce n'est pas Moretti. Le rire de Simone était aigu et humiliant. Réessayez. Moretti n'explique pas ce que je viens de voir. Ce n'étaient pas des ordres donnés à un animal de compagnie. C'était un langage de conditionnement au combat, celui qui coûte un demi-million à apprendre de la seule famille qui l'ait jamais perfectionné. Il s'accroupit soudainement, se mettant à la hauteur des yeux de Brutus. Le regard du chien ne quittait pas Georgina. Regardez-le. Il ne me remarque même plus. J'ai ces animaux depuis 2 ans. Je les ai nourris, dressés, battus pour leur faire perdre leur défiance, et vous arrivez et devenez le centre de leur univers en 30 secondes. Il se leva, époussetant son pantalon. Voici ce qui va se passer. Vous allez me dire votre vrai nom. Vous allez me dire où vous avez appris ce talent, puis vous allez travailler pour moi. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du bistrot selon un angle qui aurait été magnifique dans d'autres circonstances, projetant de longues ombres sur les nappes à carreaux et faisant briller les bouteilles de vin sur les étagères comme du verre coloré. Au lieu de cela, la lumière ne faisait que souligner à quel point ils étaient tous pris au piège. Simone avait réclamé la meilleure table de l'établissement, la banquette d'angle, avec vue sur les 2 entrées, et s'était installé comme s'il comptait rester plusieurs jours si nécessaire. Ces hommes s'étaient positionnés stratégiquement, l'un près de la porte d'entrée, l'autre dans la cuisine bloquant la sortie arrière, et un troisième était apparu de nulle part et se tenait désormais près des toilettes, éliminant ainsi cette voie de fuite potentielle. Marco avait été autorisé à se réfugier derrière le bar, où il se tenait debout, agrippé au bord du comptoir comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Les autres clients,
3 ouvrières du bâtiment, la vieille femme qui était tombée et un homme d'affaires qui essayait de profiter d'un déjeuner tranquille, avaient été rassemblés à l'autre bout de la salle et sommés de s'asseoir sans faire de bruit. Aucun téléphone ne fonctionnait. Les hommes de Simone avaient installé un brouilleur de signal qui trônait sur le bar comme une pièce maîtresse obscène. Et Georgina se tenait au milieu de tout cela, avec 3 énormes Rottweilers disposés en demi-cercle autour de ses pieds, leurs yeux suivant chacun de ses moindres mouvements. J'attends. Simone avait commandé un espresso à Marco, et non à Georgina, et le sirotait avec une patience exaspérante. Nous avons toute la journée, toute la semaine, si nécessaire. Tu finiras par te lasser de mentir. Les jambes de Georgina commençaient à lui faire mal à force de rester immobile. Les chiens n'avaient pas bougé depuis son dernier ordre, mais elle pouvait sentir la tension qui émanait d'eux, la confusion de leurs instincts contradictoires. Simone leur avait ordonné d'attaquer, puis de se soumettre, et maintenant aucune des 2 figures d'autorité ne leur donnait de directive claire. C'était cruel de les laisser ainsi dans l'expectative. Je t'ai dit que je... Elle s'interrompit au milieu de sa phrase car Brutus, le plus grand des 3, avait déplacé son poids et poussé un gémissement doux. Pas agressif, mais douloureux. Son œil exercé remarqua ce qu'elle avait manqué dans le chaos précédent. La façon dont il tenait sa patte avant gauche légèrement surélevée, sans tout à fait toucher le sol. Sa respiration irrégulière suggérait des côtes contusionnées ou fracturées, mais les croûtes fraîches le long de son cou, là où un collier avait frotté sa peau, étaient invisibles. Sans réfléchir, elle s'agenouilla. Immédiatement, les 3 chiens changèrent de posture. Les oreilles en avant, le corps penché vers elle, ils cherchaient désespérément le contact. On leur avait probablement refusé pendant des mois. Ne les touche pas. La voix de Simone était un avertissement. Ils mordent. Non. Les mains de Georgina étaient déjà en mouvement. Des années de mémoire musculaire l'emportaient sur 5 ans de répression. Ils avaient été mordus. Elle souleva doucement la patte de Brutus, examinant le coussinet enflé qui avait développé une infection à cause d'un morceau de verre ou de métal incrusté. Le chien tremblait, mais ne se retirait pas. À quand remontait la dernière fois qu'un vétérinaire les avait examinés? C'étaient des animaux de travail, pas des animaux de compagnie. Ils souffraient. Elle passa à Nero, le chien du milieu passant délicatement ses mains le long de son cou et de sa colonne vertébrale. Il tressaillit lorsqu'elle toucha ses vertèbres cervicales et elle sentit la chaleur révélatrice d'une inflammation sous la fourrure. Celui-ci souffrait de lésions nerveuses, probablement causées par une chaîne d'étranglement tirée si fort qu'elle avait comprimé sa moelle épinière. Dans quelques semaines, il commencerait à perdre la sensation dans ses pattes avant. Il fonctionnait très bien. Il fonctionnait malgré la douleur. Georgina se tourna vers Dante, le plus petit mais le plus alerte des 3. Celui-ci souffrait davantage de dommages psychologiques que physiques. Elle le voyait dans la façon dont ses yeux bougeaient constamment, dans la façon dont ses muscles ne se détendaient jamais complètement, dans le léger tremblement de ses pattes arrière qui signifiait qu'il était perpétuellement prêt à fuir ou à se battre. Et celui-ci finira par craquer. Vous l'avez tellement mis sous pression. Il suffit d'une mauvaise journée pour qu'il se retourne contre vous ou l'un de vos hommes. Elle se leva, la main encore tremblante après les avoir touchés, après avoir senti les traces d'abus systématiques inscrites sur leur corps. Vous les appelez des armes, mais vous ne les entretenez pas. Vous ne vous en souciez pas. Vous les utilisez jusqu'à ce qu'ils cadrent, puis vous leur tirez probablement une balle dans la tête lorsqu'ils ne vous sont plus utiles. L'expression de Simone n'avait pas changé, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Si tu essaies de me faire culpabiliser, tu perds ton temps. Ce sont des outils. Des outils coûteux, mais des outils quand même. Des outils que tu as endommagés. La voix de Georgina était plus dure maintenant. L'infection dans la patte de Brutus va se propager aux os d'ici une semaine. Les lésions nerveuses de Nero sont irréversibles si elles ne sont pas traitées immédiatement. Et l'état psychologique de Dante le rend imprévisible, ce qui le rend plus dangereux pour vous que pour vos ennemis. Alors, soignez-les. Non. Le mot resta suspendu dans l'air comme un défi. L'un des hommes de Simone bougea nerveusement. Marco poussa un petit cri de détresse derrière le bar. Simone posa sa tasse d'espresso avec un soin délibéré. Ce n'était pas une demande, je sais. Georgina croisa son regard pour la première fois, abandonnant la prudence qui l'avait protégée pendant 5 ans. Mais si vous pensez que je vais vous aider à transformer ces animaux en tueurs plus efficaces,
Vous ne comprenez rien à ce que vous demandez. L'impasse se prolongeait alors que le soleil commençait à descendre, peignant les murs du bistrot de nuances d'ambre et de rouille. Simone était devenue de plus en plus agitée au cours de la dernière heure, sa patience s'amenuisant à mesure que Georgina continuait à éluder ses questions tout en s'occupant des chiens. Elle avait réussi à convaincre Marco de lui apporter la trousse de premier secours de la cuisine et avait nettoyé la pâte infectée de Brutus avec un antiseptique tandis que l'énorme chien reposait sa tête contre son genou avec une expression de gratitude pathétique. Finalement, Simone se leva brusquement, d'un mouvement si brusque que ses hommes se raidirent. « C'est ridicule. On a fini de jouer. » Il fit signe à l'un de ses hommes. « Amenez la voiture devant. J'ai besoin d'air qui ne sente pas l'échec et le chien. » Il se dirigea vers la porte, attendit qu'elle soit déverrouillée, puis sortit sur le trottoir étroit. À travers la vitre, Georgina pouvait le voir allumer une cigarette, dont la braise brillait dans le crépuscule naissant. Il sortit son téléphone, passa un appel et parla brièvement. Puis, il se retourna et pressa son visage contre la vitre, son souffle embuant la fenêtre. « Viens ici. » Sa voix était étouffée, mais audible à travers l'épaisse vitre. « Toi et moi allons avoir une conversation privée où ton public au cœur saignant ne pourra pas nous entendre porter des jugements moraux. » Georgina regarda Marco, qui secoua frénétiquement la tête. Les ouvriers du bâtiment chuchotaient entre eux, le visage marqué par la fatigue et la peur. La vieille amame s'était endormie dans son fauteuil, ou peut-être s'était-elle évanouie. Difficile à dire. L'homme d'affaires priait en silence, ses lèvres articulant des mots en latin. « Si je refuse, nous continuerons indéfiniment. J'ai des hommes, des ressources et une patience infinie quand il s'agit d'obtenir ce que je veux. » Simone tira une longue bouffée sur sa cigarette. « Vous, en revanche, vous avez des civils qui ont besoin d'aller aux toilettes, qui ont faim, dont les familles se demandent où ils sont. Ce siège vous fait plus de mal qu'à moi. » Il avait raison, et ils le savaient tous les deux. Georgina se leva lentement, et les trois chiens se levèrent immédiatement avec elle, les yeux rivés sur son visage. « Restez, » leur dit-elle doucement, utilisant cette fois-ci l'italien standard. Ils hésitèrent, mais obéirent, se rassoyant avec une réticence évidente. La porte s'ouvrit juste assez pour qu'elle puisse se faufiler à l'intérieur, puis se referma et se verrouilla immédiatement derrière elle. L'air du soir cachait son visage, frais et agréable après des heures passées dans le restaurant à l'air vicié. Simone s'était éloignée de quelques mètres sur le trottoir, se positionnant de manière à pouvoir surveiller à la fois le restaurant et la rue. « Mais laisse-moi te dire ce que je vois quand je te regarde. » Il jeta ses cendres sur les pavés. « Je vois quelqu'un qui a fui, quelqu'un qui s'est délibérément rendue insignifiante et oubliable parce qu'elle a peur d'être retrouvée. Quelqu'un qui a un don. Non, un super pouvoir, et qui le gaspille en servant des expressos à des retraités. » Il se tourna vers elle. « Je vois aussi quelqu'un qui est désespérément seul. Pas d'amis, pas de famille, pas de relations, juste la survie. » Jour après jour, dans une prison qu'elle s'était elle-même construite, Georgina serra ses bras autour d'elle, soudainement frigorifiée malgré son pull. Elle ne répondit pas, ne lui donnant pas la satisfaction de confirmer quoi que ce soit. « Je vais te faire une offre, et je veux que tu y réfléchisses sérieusement avant que ta fierté ne te pousse à la refuser. » La voix de Simone baissa, devenant presque intime. « Travaille pour moi, j'ai dressé mes chiens, pas seulement ces trois-là, mais aussi les autres que je suis en train d'acquérir. Construis-moi une meute légendaire. En échange, je te paierai 5 millions d'euros. Je t'installerai dans une propriété où tu pourras vivre et travailler confortablement. Et surtout, je te protégerai. Peu importe ce que tu fuis, peu importe qui te recherche, ils devront d'abord passer par moi. 5 millions d'euros, assez pour disparaître n'importe où dans le monde, pour recommencer à zéro avec de vraies ressources au lieu de faux papiers et d'identités volées. Assez pour ne plus jamais servir d'espresso, ni teindre ses cheveux dans les toilettes d'une station-service, ni se réveiller à 3 heures du matin, convaincu d'avoir entendu la voix de son père. Et si je refuse, l'expression de Simone ne changea pas, mais quelque chose de froid glissa derrière ses yeux. Alors je vais demander à mes hommes d'asperger d'essence ce charmant petit bâtiment. Je vais y mettre le feu et je vais rester ici à le regarder brûler avec tout le monde à l'intérieur. Il tira une autre bouffée de sa cigarette, laissant la menace flotter dans la fumée. « Marco, ces ouvriers, cette vieille femme, ce pauvre homme d'affaires,
Tous mourront en hurlant parce que vous avez été trop têtu pour accepter une offre généreuse. Vous bluffez. Vous ne pouvez pas simplement assassiner un bâtiment rempli d'innocents en plein centre-ville. Ah bon? Il sourit. Et ce fut l'expression la plus terrifiante que Georgina ait jamais vue. Non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était sincère. Je suis Simona Inzaghi, le boucher. J'ai fait pire pour moins que ça. La police ne mènera pas d'enquête approfondie. Les pompiers concluront à un accident, et tu passeras le reste de ta courte et misérable vie et en sachant que tu aurais pu les sauver d'un simple mot. Il laissa tomber sa cigarette et l'écrasa sous son talon. Oui. Georgina avait demandé du temps pour réfléchir à l'offre, et Simone, avec l'assurance d'un homme qui avait déjà gagné, lui avait accordé jusqu'à l'aube. Il avait laissé 2 gardes à l'intérieur du bistrot et était parti dans sa Mercedes noire, emportant avec lui la chaîne du 3e Rottweiler comme un accessoire dont il n'avait plus besoin. Les chiens étaient à elle maintenant, du moins temporairement. Il savait qu'ils ne la quitteraient pas. Alors que l'obscurité totale s'installait sur la ville, la réalité de leur situation se cristallisait avec une brutalité évidente. Marco avait essayé son téléphone portable, sa ligne fixe et même le vieux fax de son bureau. Tous étaient hors service, tous bloqués. Les ouvrières du bâtiment avaient tenté de forcer la porte arrière, mais ils avaient découvert que les hommes de Simone l'avaient enchaîné de l'extérieur avec un cadenas qui nécessitait un coupe-boulon. Les fenêtres étaient anciennes, avec des vitres épaisses encastrées dans des cadres en fer qui nécessiteraient un marteau de forgeron et suffisamment de bruit pour réveiller tout le quartier. Et même s'ils parvenaient à s'échapper, où iraient-ils? Simona avait des hommes partout. Et maintenant, il savait exactement à quoi ressemblait Georgina. La vieille femme, Senora Cardini, avait de la fièvre. L'homme d'affaires, Lorenzo, avait mentionné que son insuline était chez lui. Ils avaient peut-être 18 heures avant que la situation ne passe d'une prise d'otage à une urgence médicale. La police ne viendrait pas. Aucun secours n'arriverait. Georgina pouvait le voir dans les yeux de Marco qui faisait les 100 pas derrière le bar, dans les épaules affaissées des employés, dans les prières résignées de Lorenzo qui attendait qu'elle prenne une décision. Accepter l'argent du sang et se condamner elle-même, ou refuser et les condamner tous. Mais il y avait une 3e option, une option qui avait germé dans son esprit depuis le moment où elle avait touché la patte infectée de Brutus et senti sa confiance immédiate et désespérée. Elle avait passé 5 ans à fuir l'héritage de son père. Il était peut-être temps d'arrêter de fuir et de l'utiliser. Marco. Sa voix rompit le silence oppressant. J'ai besoin que tu m'apportes tous les morceaux de viande que tu as dans la cuisine. Cru, cuite, peu importe. Et de l'eau. Beaucoup d'eau. Il la regarda comme si elle avait perdu la tête. Tu vas les nourrir maintenant, je vais les reconstruire. Elle se tourna vers les 3 Rottweilers qui n'avaient pas bougé de leur position près de ses pieds dans Apas, mais qui la regardaient avec une intensité qui aurait été effrayante si elle n'avait pas compris ce que cela signifiait. Ils attendaient une structure, un but, quelqu'un qui leur dise enfin ce qu'ils étaient censés être. Et ensuite, nous sortirons d'ici. Elle commença par Brutus, le plus grand et le plus abîmé physiquement. Elle s'assit en tailleur sur le sol et l'appela, non pas avec des ordres, mais avec une invitation douce. Il s'approcha prudemment et elle le laissa renifler ses mains, son visage, établissant la confiance à son rythme, plutôt que de l'exiger. Quand il s'est finalement installé à côté d'elle, elle a commencé à lui parler d'une voix basse et calme. Pas le dialecte de combat de tout à l'heure, mais quelque chose de plus doux, de plus ancien. Le langage que sa grand-mère utilisait quand Georgina était petite et que les chiens étaient des amis plutôt que des armes. Elle a nettoyé sa patte à nouveau, correctement cette fois, et quand il a tressailli, elle ne l'a pas grondé ni corrigé. Elle a simplement attendu qu'il se détende, puis a continué. La guérison ne pouvait pas être précipitée. La confiance ne pouvait être forcée. « Tu vas être le bouclier », lui dit-elle en passant ses mains sur sa large poitrine et ses épaules, pas l'épée. Les boucliers protègent. Ils se placent entre le danger et les personnes vulnérables. C'est ta nature, n'est-ce pas? Sous toute cette violence, ils t'ont inculqué. Tu es un gardien. La queue de Brutus bougea légèrement. Juste un peu, mais c'était là. Nero vint ensuite. Les lésions nerveuses à son cou lui causaient une douleur constante associée à la voix et à la proximité de Simone. Elle devait reconditionner cette réaction
pour que la sécurité et le soulagement deviennent ses nouvelles associations. Elle travailla doucement les muscles enflammés, trouvant les points déclencheurs et les relâchant, parlant maintenant continuellement de cette voix grave et hypnotique qui contournait la pensée consciente et s'adressait directement à son système limbique. « Tu es le flanc », murmura-t-elle, rapide et intelligent. « Tu lis les situations et tu réagis. Tu ne mènes pas la charge, tu la soutiens. Tu surveilles les menaces latentes. Tu anticipes les problèmes avant qu'ils ne se développent. L'intelligence, pas l'agressivité. » Sa respiration commença à ralentir, à s'approfondir. La tension constante dans ses épaules commença à s'atténuer. Dante était le plus difficile. Les traumatismes psychologiques étaient toujours plus difficiles à traiter que les dommages physiques. Il était hypervigilant, réactif. Son niveau de stress était si élevé qu'il vivait dans un état permanent de combat ou de fuite. Elle ne pouvait pas régler cela en une nuit, mais elle pouvait lui donner un but qui canaliserait son anxiété vers quelque chose de productif. « Éclaireur », lui dit-elle, en le laissant tourner en rond autour d'elle de manière contrôlée. « Tu es le système d'alerte précoce. Ton travail n'est pas de te battre. C'est d'alerter, de remarquer, de dire aux autres quand quelque chose ne va pas. Cette nervosité que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sensibilité, c'est précieux. » Elle travailla toute la nuit avec une précision méthodique, brisant des années de conditionnement abusif et le remplaçant par de nouveaux cadres, de nouvelles associations, de nouveaux objectifs. Elle attribua à chaque chien un rôle qui correspondait à son tempérament naturel plutôt que de le combattre. Elle utilisa des récompenses alimentaires, des caresses douces et surtout de la cohérence. Chaque réponse correcte était immédiatement renforcée positivement. Chaque moment de confiance était reconnu et honoré. Les deux gardes observaient avec une confusion ennuyée, consultant de temps en temps leur téléphone. DeMarco s'était endormi, assis derrière le bar. Les autres otages somnolaient par intermittence dans leurs fauteuils. Et alors que les premières lueurs grises de l'aube commençaient à filtrer à travers les fenêtres, 3 Rottweilers s'assirent en formation devant Georgina. Non pas comme des armes, mais comme une équipe, chacun comprenant son rôle, chacun cherchant son regard pour être guidé. Elle se leva, le corps endolori après avoir passé des heures allongées sur le sol, et croisa leurs regards un par un. « Êtes-vous prêts? » Les 3 queues remuèrent une parfaite synchronisation. L'aube ne vint jamais. Au lieu de cela, à 5h47, Georgina regarda l'horloge murale de Marco dès qu'elle sentit l'odeur. Une odeur âcre d'essence commençait à s'infiltrer sous la porte d'entrée. Elle se leva instantanément, les 3 chiens se levant avec elle en parfaite synchronisation, les oreilles alertes, mais le corps calme, attendant ses instructions. Mais qu'est-ce que c'est? La voix de Lorenzo se brisa sous l'effet de l'épuisement et de la peur. Il était resté éveillé presque toute la nuit, rationnant son insuline restante et essayant de ne pas penser à ce qui se passerait lorsqu'elle serait épuisée. Les 2 gardes échangèrent un regard. L'un d'eux sortit son téléphone et s'approcha de la fenêtre. Son visage pâlit. Le patron est dehors avec 5 hommes. Il verse. Il ne termina pas sa phrase. À travers la fenêtre, Georgina pouvait voir Simone debout de l'autre côté de la rue étroite, sa silhouette éclairée par le réverbère, observant le bastro avec l'attention patiente d'un homme observant une expérience. 2 de ces hommes aspergeaient méthodiquement d'essence les fondations du bâtiment, le liquide brillant d'un noir profond dans la lumière de l'aube. Les vapeurs lui faisaient déjà pleurer les yeux. Il va vraiment le faire. La voix de Marco n'était qu'un murmure. Madre Dio, il va vraiment nous brûler vifs. L'un des gardes essaya à nouveau d'appeler au téléphone, puis regarda son compagnon. Il ne répond pas. Que faisons-nous? La porte arrière explosa vers l'intérieur dans un fracas qui secoua tout le bâtiment. Pas la porte cadenassée. Ils avaient enfoncé le bureau de Marco, traversant le mur avec une masse ou peut-être un petit bélier. La fumée commença immédiatement à s'engouffrer, épaisse, noire et dégageant une odeur chimique. Elle ne provenait pas encore d'un incendie, mais de grenades fumigènes destinées à désorienter et à terrifier. Tout le monde à terre. L'ordre de Georgina fut sec et automatique. Les civils se couchèrent instantanément, conditionnés par des heures de peur à obéir à toute voix autoritaire. Les 2 gardes à l'intérieur levèrent leurs armes, mais ils étaient désorientés, les pointant vers la fumée, incapables de voir leur cible à travers les nuages gris-noirs tourbillonnants.
Georgina entendit des bottes sur le carrelage. Plusieurs pères, au moins 3 hommes, peut-être 4, se déplaçant avec une précision tactique vers la pièce principale. Ils venaient d'évacuer les gardes de Simone avant d'allumer le feu, ou peut-être simplement pour s'assurer que personne ne s'échappe. Elle avait peut-être 15 secondes avant qu'ils n'atteignent de la salle à manger. 15 secondes pour faire un choix qu'elle s'était juré il y a 5 ans de ne plus jamais faire. Les 3 Rottweilers étaient collés contre ses jambes, le corps tendu, mais maîtrisé, attendant, sans réagir à la fumée, au bruit ou au danger, réagissant uniquement à elle. Elle pouvait sentir leur concentration comme une force physique, leur confiance absolue qu'elle leur dirait quoi faire, comment survivre à cela. Elle repensa à son père debout dans le terrain d'entraînement de leur domaine, entouré de chiens prêts à tuer sur son ordre. Elle repensa à son sourire lorsqu'ils accomplissaient parfaitement leur tâche, le même sourire qu'il arborait lorsqu'il lisait des articles sur les personnes que ses chiens avaient mises en pièces. Elle repensa à la promesse qu'elle s'était faite à l'arrière d'un camion traversant la frontière autrichienne. Plus jamais. Mais ces chiens n'étaient plus ceux de son père, et ce n'était pas un meurtre. C'était une question de survie. Elle s'agenouilla, mettant son visage à la hauteur de Brutus, Nero et Dante. Leurs yeux se fixèrent sur les siens avec une intensité laser. Elle toucha la tête de chacun d'eux, un moment de connexion, de reconnaissance. Puis elle prononça dans l'ancien dialecte lombard les mots que sa grand-mère lui avait enseignés bien avant que son père ne corrompe tout leur sens. Chasser, protéger la meute, neutraliser, ne tuez pas, partez. Les 3 chiens disparurent dans la fumée comme des fantômes. Mais ce qui se passa ensuite se déroula dans un silence presque parfait, ce qui le rendit encore plus terrifiant que s'il y avait eu des cris. Georgina entendit un grognement étouffé, puis le bruit d'une arme frappant le carrelage, un juron interrompu, le bruit sourd d'un corps tombant, puis d'un autre. La fumée était si épaisse qu'elle voyait à peine 1 mètre devant elle. Mais elle n'avait pas besoin de voir. Elle pouvait suivre les chiens grâce au bruit, aux subtils changements de pression atmosphérique lorsqu'ils se déplaçaient. Brutus s'était chargé de l'homme de tête. Elle entendit le bruit caractéristique de son poids frappant le centre de gravité de quelqu'un. Un coup de bouclier qui envoya la cible rouler au sol. Nero s'occupait des flancs, son cou blessé ne semblant pas l'empêcher de balayer les jambes et de faire lâcher les armes de leurs poignets grâce à des coups précis portés avec ses épaules et ses hanches. Et Dante, nerveux, hyper vigilant, faisait exactement ce pourquoi elle l'avait entraîné. Il tournait en rond et donnait l'alerte, ses grognements sourds guidant les 2 autres vers les menaces dans la fumée. Ils ne mutilènent pas, ils ne déchirènent pas la chair. Ils utilisaient leur masse et leur vitesse pour neutraliser leurs adversaires exactement comme elle leur avait ordonné. Un autre corps heurta le sol, puis le silence. La fumée commença à se dissiper légèrement alors que le système de ventilation luttait contre l'assaut. À travers la brume, Georgina pouvait distinguer des formes sur le sol. 4 hommes, conscients mais gémissants, leurs armes éparpillées sur le carrelage. Les 2 gardes qui se trouvaient à l'intérieur du bistrot étaient plaqués contre le mur, le visage marqué par le choc. Les 3 Rottweilers émergèrent de la fumée qui se dissipait et revinrent aux côtés de Georgina, reprenant leur formation. Aucun d'entre eux n'avait une goutte de sang sur lui. Brutus remuait la queue à l'extérieur ou à travers la fenêtre. Elle pouvait voir que l'expression de Simone était passée d'une confiance patiente à quelque chose de complètement différent. Il avait sous-estimé ce dont elle était capable. Il ne referait plus cette erreur. L'essence n'avait pas encore été enflammée, mais Georgina pouvait voir l'homme de Simone prêt avec un briquet, attendant le signal. À travers la vitre tachée de fumée, leurs regards se croisèrent, le sien rempli de la prise de conscience naissante que son intimidation soigneusement orchestrée avait tourné au désastre. Le sien brûlait d'une chose qu'elle avait gardée enfouie pendant 5 ans. Elle se dirigea vers la porte d'entrée. Le garde posté là regarda son téléphone, la regarda les 3 Rottweilers qui l'encadraient comme une garde d'honneur, puis prit la décision la plus intelligente de sa vie et déverrouilla la porte sans qu'on le lui demande. L'air frais du matin lui frappa le visage lorsqu'elle posa le pied sur le trottoir. Le contraste avec le bistrot enfumé était si saisissant qu'elle en eut le vertige pendant un instant. Derrière elle, elle entendit Marco et les autres commencer à sortir, toussant et haletant, mais vivants. Le bruit de leur survie apaisa quelque chose dans sa poitrine.
Simone se tenait à 6 mètres de là, son costume coûteux froissé par la longue nuit, sa barbe soigneusement entretenue, incapable de cacher la tension de sa mâchoire. Ces hommes restants, 3 d'entre eux, puisque 4 gisaient actuellement sur le sol du Béastro, avaient les mains près de leurs armes, mais ne les avaient pas encore dégainées, ne sachant pas comment réagir dans cette situation. Ce n'était pas prévu, dit Simone, sa voix toujours maîtrisée, même si elle pouvait entendre la tension sous-jacente. Vous deviez faire un choix, accepter mon offre ou les laisser brûler. Vous n'étiez pas censé le faire, dit-il en désignant le bistrot et les hommes incapables de bouger à l'intérieur. Cela change la donne, oui. Georgina fit 3 pas en avant, et les chiens la suivirent en parfaite synchronisation, leurs mouvements fluides et coordonnés. En effet, vous pensez avoir gagné quelque chose parce que vous avez maîtrisé quelques-uns de mes hommes dans la confusion de la fumée? La main de Simone se posa sur sa veste et Georgina retint son souffle. Tu penses que ça va se terminer par ton départ? Le pistolet sortit avec fluidité, de manière professionnelle. Un Beretta noir élégant qui coûtait probablement plus cher que ce que Marco gagnait en 6 mois. Simone ne le pointa pas sur Georgina. Il le pointa sur Brutus, la cible la plus grande, la plus facile à tuer. Rappelle-les, dis-leur de se coucher. Ou je commence à leur mettre des balles dedans. Orson verra à quelle vitesse ton entraînement légendaire chez Duca tiendra le coup face à l'ordre, quitta la gorge de Georgina avant qu'il ne termine sa phrase. Un mot en ancien lombard, tranchant comme une lame, porteur de toute l'autorité qu'elle avait héritée de 3 générations de maîtres dresseurs. Les 3 chiens se déplacèrent avec une coordination si parfaite qu'on aurait dit une chorégraphie. Brutus s'approcha par devant, la poitrine massive abaissée, les yeux rivés sur la main armée de Simone. Nero balaya largement la droite, se positionnant à un angle qui lui permettrait de frapper par le flanc. Dante fit le tour par la gauche, complétant le triangle, son énergie nerveuse enfin canalisée dans quelque chose d'utile et de contrôlé. Ils ne grognèrent pas, n'aboyèrent pas, ne montrèrent aucune de l'agressivité théâtrale que Simone leur avait inculquée. Ils l'entourèrent simplement dans une formation mathématiquement parfaite, fermant toutes les voies de fuite, tous les angles de défense. 3 pointes d'un triangle avec Simone piégée au centre. Chaque chien se positionna précisément là où il pourrait l'atteindre en moins d'1 seconde s'il faisait un faux mouvement. La main de Simone se mit à trembler. Le pistolet vacilla, passant d'un chien à l'autre, incapable de décider quelle menace traiter en premier, car ils étaient tous également positionnés, également prêts. Sa respiration s'accéléra. Des gouttes de sueur perlaient sur sa lèvre supérieure malgré l'air frais du matin. Rappelez-les. Sa voix avait perdu toute son autorité, se brisant sur le dernier mot. « Je vous préviens, vous allez quoi ?» La voix de Georgina était calme, mais elle résonnait dans la rue déserte comme une cloche. « Tirez sur l'un d'eux. Vous pourrez peut-être tirer une balle avant que les 2 autres ne vous atteignent. Ou peut-être 2 si vous êtes très chanceux et très rapide, mais vous n'en aurez pas 3, et ils n'essaieront pas de vous neutraliser comme ils l'ont fait avec vos hommes. Ils se protégeront. Tu comprends la différence? » Le pistolet tomba de la main de Simon, cliquetant sur les pavés. Ses bras se levèrent lentement, paume vers l'extérieur, le geste universel de reddition. Ces hommes se regardèrent, ne sachant pas s'ils devaient intervenir. Mais quelque chose dans l'expression de Georgina, ou peut-être dans l'immobilité mortelle parfaite des 3 chiens, les empêcha de dégainer leurs armes. Au loin, des sirènes se mirent à hurler. Quelqu'un dans la rue avait dû finir par appeler la police en voyant des hommes armés verser de l'essence sur un immeuble. Ou peut-être que Marco avait réussi à joindre les secours. Peu importait. Les renforts arrivaient. Georgina donna un autre ordre et les 3 chiens rompirent leur formation pour revenir à ses côtés en marchant parfaitement au pas. Elle se baissa et caressa la tête de chacun d'eux, en signe de gratitude et de reconnaissance. Ils lui avaient fait entièrement confiance, et elle avait honoré cette confiance en leur donnant un but plutôt que de les pousser à la violence. « Tu voulais savoir qui je suis, dit-elle à Simone, qui se tenait figée au milieu de la rue, le visage blême. Je suis Georgina Duca, fille d'Antonio Duca, petite-fille de Maria Duca, la dernière d'une lignée qui a compris quelque chose que tu ne comprendras jamais. Le pouvoir n'est pas une question de domination, c'est une question de connexion, de confiance, de respect. » Elle fit une pause, laissant les sirènes devenir plus fortes. Ma famille s'est égarée lorsqu'elle a oublié cela et a commencé à traiter les animaux comme des armes
plutôt que comme des partenaires. Je ne commettrai pas cette erreur. Elle se retourna et se mit à marcher, suivie par les 3 Rottweilers qui se déplaçaient avec elle en formation parfaite. Ni devant, ni derrière, mais à ses côtés, comme des égaux plutôt que comme des serviteurs. Derrière eux, Simone restait debout dans la rue, son empire de peur démantelé par une femme, et 3 chiens qui avaient enfin trouvé quelqu'un digne de leur loyauté. Le soleil se levait maintenant, peignant la rue étroite de nuances dorées et roses. Georgina ne se retourna pas. Elle avait passé 5 ans à fuir son nom, son héritage, son don. Elle avait fini de fuir. Les chiens lui avaient appris que la force sans compassion n'était que cruauté. Mais la compassion sans force n'était que victimisation. Elle avait enfin trouvé l'équilibre entre les deux. Le vrai pouvoir ne vient pas de la peur ou de la force, mais du respect et de la confiance gagnés par la compassion. Ceux qui dirigent par l'abus et l'intimidation ne règnent finalement que sur leur propre isolement, tandis que ceux qui dirigent avec compréhension et détermination construisent une loyauté qui ne peut être brisée. La plus grande force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans le fait de les aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et parfois, le chemin vers la rédemption commence par accepter les parties de nous-mêmes que nous avons fuies et choisir de les utiliser à bon escient plutôt que de les enterrer complètement.